Finale du Rolex Paris Masters 2023, Djokovic, les amis, toujours et encore, Djokovic contre Dimitrov, la superbe surprise du tournoi, même si c'est pas une vraie surprise étant donné qu'il joue un très gros niveau de jeu depuis un petit moment, mais ça reste une très belle surprise de le voir en finale alors qu'il jouait Medvedev tôt dans le tournoi. Après il a eu des gros joueurs à affronter, Hurkacz, Tsitsipas, et il est là, finale pour Dimitrov. Dans les face-à-face entre Djokovic et Dimitrov, Djokovic mène 11-1, imaginez 11-1, la seule victoire de Dimitrov contre Djokovic, si vous suivez le tennis depuis un petit moment, vous vous en souvenez, c'était à Madrid en 2013, dans ce match de dingue avec 2 tie-breaks et 6-3 dans le 3e set. Les deux joueurs s'étaient dépassés dans ce match et Dimitrov en était sorti vainqueur. Mais là, je crains pour Dimitrov que cette finale n'ait pas la même issue. On va voir pourquoi, je vous le dis tout de suite. Je vois Djokovic s'imposer et remporter son 7e titre à Bercy. Imaginez 7 titres à Bercy, il vient grossir encore plus son palmarès. Et concrètement, je vois pas comment Dimitrov pourrait battre Djokovic. Il n'a pris que 5-7 à Djokovic dans leurs 12 matchs. Imaginez, c'est rien, 5-7. Et les deux hommes se sont affrontés 2 fois à Bercy déjà. C'était des matchs assez serrés, du 2-7 serré ou du 3-7, mais Djokovic avait toujours trouvé la clé face à Dimitrov. On va voir ensemble juste après le jingle pourquoi Dimitrov n'a quasiment aucune chance de gagner. Bon, ce match entre Djokovic et Dimitrov promet une belle finale, surtout que les deux joueurs font une semaine de dingue. Concernant Dimitrov, il bat Musetti, Medvedev, Bublik, Hurkacz et Tsitsipas. Concernant Djokovic, il est venu à bout d'Etcheverry, de Griekspoor, de Rune et de Rublev. Concentrons-nous d'abord sur Novak Djokovic et voyons voir pourquoi il va gagner ce match. Il va gagner ce match tout simplement parce qu'il est sur une saison historique. On va faire la rétrospective. Il a commencé en gagnant l'Open d'Australie, 1 an après son expulsion incroyable, complètement folle. Alors on va pas revenir sur son choix en termes de vaccination, s'il a bien fait, s'il a pas bien fait, mais en tout cas ça a dû être une émotion extraordinaire et ça l'a été. Je pense que vous avez vu les images quand il a gagné et quand il est allé voir son clan, toute l'émotion. 1 an plus tard, 1 an après cette expulsion, ça a été incroyable. 22e Grand Chelem, il vient égaler Rafael Nadal. On sait que c'est l'objectif de sa carrière, c'est de terminer avec le plus de Grand Chelem possible. En Australie, il vient égaler Rafa et se trouver à la première place ex-aequo avec Nadal. Et voilà, l'émotion était complètement folle. Après l'Open d'Australie, il a remporté Roland Garros, son 3e Roland Garros, ce qui a fait de lui le seul tennisman à gagner chaque tournoi du Grand Chelem au moins 3 fois. Rendez-vous compte de la performance. Ça illustre finalement son aspect ultra complet, où Djokovic est monstrueux sur toutes les surfaces et il l'a montré cette année. Après Roland Garros est venu Wimbledon, où il fait finale, où il perd contre Carlos Alcaraz, une finale incroyable. Et même s'il y a 6-1 dans le premier set pour Djokovic et 6-1 dans le 3e pour Alcaraz, cette finale elle symbolisait un peu le passage de témoin entre Novak Djokovic, même s'il est toujours là, et on va voir qu'il est toujours là, et Alcaraz qui vient un peu prendre les rênes de cette nouvelle génération. Djokovic qu'on a connu pour remporter des finales à Wimbledon complètement folles, celle-là il la perd. Il a été le premier déçu, triste de ce résultat, mais bon, ça reste 3 finales en Grand Chelem avec 2 titres sur l'année. Quelques temps après Wimbledon est venu Cincinnati, son premier tournoi de reprise après Wimbledon. Cincinnati qu'il a remporté, où il a pris sa revanche contre Carlos Alcaraz. Pareil, finale de dingue, 3-7 ultra serré, tie-break au 3e set, quasiment 4 heures de gros tennis. On a vu l'émotion encore une fois, où il déchire son t-shirt à la fin, comme à l'Open d'Australie 2012 en finale contre Nadal. On a retrouvé un Djokovic au sommet de son art, au sommet du tennis mondial. Et on est venu par la suite l'US Open à New York, où il a décroché son 24e Grand Chelem en carrière, en se baladant globalement, en battant Shelton en 3-7 en demi-finale, en battant Medvedev en finale en 3-7 également. Il a montré tout simplement qu'il réalisait une saison complètement folle, comme en 2015, où sur les 4 tournois du Grand Chelem, il atteint à chaque fois la finale et où il gagne 3 fois. Donc chapeau l'artiste, rien que pour ça, c'est exceptionnel. Mais maintenant, si on s'intéresse à Bercy et à la semaine qu'il nous a proposée, on s'est rendu compte qu'il a eu quelques difficultés dans ses matchs, qu'il a fait pas mal de matchs en 3-7. On a vu des imprécisions dans son jeu, notamment côté revers. Cette amorti aussi complètement raté sur balle de 7 pour Rublev, et ça témoigne peut-être de petits sauts de concentration dont on n'a pas l'habitude chez lui. On sent aussi forcément que physiquement il est pas au top. On l'a vu beaucoup s'étirer dans le match contre Rublev et on sent que c'est la fin de saison même pour Djokovic qui optimise au mieux son calendrier. On sent que les joueurs sont sur les rotules, donc vivement cette fin d'année qu'il puisse bien récupérer, même pour Djokovic qui est vraiment une machine de guerre physiquement. On sent que pour lui, compris comme pour Alcaraz, comme pour Medvedev, ça devient difficile et que chaque match est un vrai défi physique. Mais cette semaine, on a aussi vu le grand Djokovic, celui qu'on aime, où dès qu'il faut verrouiller, il est là. Dès qu'il faut serrer le jeu, il est là dans les tie-breaks. Dès qu'il faut varier, il est là. Dès qu'il faut surprendre et monter au filet, il
est là et ça en fait le joueur qu'on connaît, un joueur extrêmement solide, redoutable, très complet et juste monstrueux. Assez parlé de Djokovic, maintenant concentrons-nous sur Grigor Dimitrov, le Bulgare qui réalise peut-être la deuxième meilleure saison de sa carrière après 2017. Est-ce que vous vous souvenez de cette saison 2017 de Dimitrov? Si vous suiviez à cette époque le tennis régulièrement, il y a de grandes chances que oui. Il commence en gagnant le titre à Brisbane en début d'année en battant, tenez-vous bien, Dominic Thiem qui est en feu à cette époque, Milos Raonic qui fait finale à Wimbledon quelques mois auparavant et Kei Nishikori qui fait finale à l'US Open quelques mois auparavant. Ensuite, il y a cet Open d'Australie en 2017 qui est littéralement un bonbon de la part du Bulgare où il met une fessée à Richard Gasquet, où il bat Istomin, tombeur de Novak Djokovic, il met une fessée à Goffin et ce match contre Nadal qui est grandiose, qu'il doit peut-être gagner en 5-7 où les deux joueurs sont incroyables, alors tour à tour d'abord puis en même temps pour finir en apothéose avec un 5e set incroyable, des points de folie, mais c'est Dimitrov qui finit par s'incliner à la fin. Mais ça l'a pas affecté bien longtemps puisque 15 jours après il gagne le tournoi de Sofia et on vient ce fameux Masters de fin d'année en novembre, première fois qu'il le joue et il le gagne en gagnant tous ses matchs. C'est juste une saison exceptionnelle et je pense qu'en 2023 on peut la classer en deuxième étant donné qu'il a fait de très beaux résultats, qu'il a affiché une très belle régularité tout le long de l'année. Il fait 3e tour à l'Open d'Australie, 8e de finale à Roland Garros et à Wimbledon et 3e tour à l'US Open. Il a atteint les demi-finales de Shanghai en battant notamment Carlos Alcaraz et cette victoire elle tombe pas du ciel, c'est juste dans la continuité de son niveau de jeu très costaud qu'il affiche depuis le début de l'année avec un gros service, un coup droit très lourd. Il peut mettre de la puissance et un revers très malicieux où il alterne entre recouvrir et ce slice très malin qui vient couper le rythme de ses adversaires. Et cette année, il a battu 7 top 10, qui est énorme. Hurkacz, Fritz, Tiafoe, Rune, Alcaraz et à Bercy cette semaine Medvedev et Tsitsipas. Et globalement cette semaine à Bercy, elle est dans la lignée de ce qu'il a produit à Shanghai. Il a battu d'excellents joueurs, il sort une grosse performance contre Daniil Medvedev, tennistiquement comme mentalement. Il bat le fantasque Bublik en 2-7, Bublik récent vainqueur d'Anvers, et il finit en battant Hurkacz, récent vainqueur de Shanghai, et Tsitsipas qui se remet à très bien jouer. Et c'est vraiment une semaine de rêve où la cerise sur le gâteau serait de gagner, mais je vous l'ai déjà dit, je n'y crois pas un instant. Je pense que Djokovic est trop fort, Djokovic est trop solide, Djokovic a l'avantage psychologique face à Dimitrov. 11-1, rendez-vous compte, Dimitrov n'a pas de repère de victoire contre Djokovic, c'était il y a 10 ans, c'était sur terre battue. Sinon, c'est que des matchs perdus face à Djokovic. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous voyez Dimitrov battre Djokovic, et si oui, comment? Dites-moi concrètement comment il pourrait le battre. Moi, je n'y crois absolument pas, et avant d'aborder les clés tactiques de ce match, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos. On a une couverture complète du tennis sur l'année, on va finir en beauté avec le Masters. Donc si comme nous t'es un passionné de tennis ou si simplement le tennis t'intéresse de temps à autre pour découvrir un peu plus en profondeur, n'hésite surtout pas. Allez, les clés tactiques comme promis, et je pense que ce match va dépendre de 3 facteurs. Et généralement dans un match où on a Djokovic qui joue, on a tendance à dire que le match dépend de Novak Djokovic. Or là, je vais pas raisonner comme ça, mais à l'inverse, je pense que les 3 facteurs dépendent de Dimitrov. Facteur numéro 1, on le répète souvent, mais jamais assez, le service de Dimitrov. Ça va dépendre de sa qualité de service pendant tout le match, de son pourcentage de première balle et de son efficacité derrière sa première balle, mais aussi derrière sa seconde. Et surtout sa capacité avec son service de se procurer une balle facile pour avoir derrière un coup droit à jouer bien puissant, plutôt que de subir un retour agressif de Novak Djokovic et de subir le point après. On sait que Dimitrov a dans son arsenal de coups ce service qui lui permet vraiment d'agresser son adversaire d'entrée pour ensuite diriger l'échange. On va pas se mentir, face à Djokovic, meilleur joueur du monde, il doit être à 80% de première minimum. Facteur numéro 2, la capacité de Dimitrov à absorber la pression que va lui mettre Djokovic sur son revers. On le sait, Djokovic affectionne tout particulièrement cette fameuse diagonale revers où il fait à peu près ce qu'il veut, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour Dimitrov, où parfois quand il joue des joueurs qui sont meilleurs que lui en revers, il essaye de trouver cet échappatoire avec ce fameux slice où il vient varier et où il oblige l'adversaire à descendre sur les jambes. Donc cette capacité à tenir côté revers, que ce soit en recouvrant ou en sliçant, elle va être fondamentale pour Dimitrov s'il veut pas perdre du terrain. Et de toute manière, on sait très bien que Djokovic va appuyer constamment sur le revers de Dimitrov. Troisième facteur, la capacité de Dimitrov à monter au filet. Djokovic, meilleur contreur au monde, gros physique, n'hésite jamais à rentrer dans des gros rallyes face à ses adversaires pour les perturber, pour les fatiguer. La clé du match également pour Dimitrov, qui est ce troisième facteur, ça va être de conclure le plus rapidement les points au filet en allant vers l'avant, en évitant ces rallyes, en les refusant catégoriquement, sinon il va se faire bouffer. Djokovic est plus fort à ce jeu. Et surtout, Dimitrov a une vraie main à faire valoir, il est vraiment très bon dans ce secteur du jeu, donc va falloir vraiment qu'il aille vers l'avant, qu'il n'hésite pas. Certes, il va se faire passer, il va se prendre des passings,
mais à la longue, ça pourrait être une tactique vraiment payante. Donc je pense vraiment que la physionomie dépend plus de Dimitrov. Si Dimitrov est dans la zone qui joue très bien, ça fera 3-7 Djokovic. Si Dimitrov n'y arrive pas, ça fera 2-7 Djokovic assez serré. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je vois 2-7 Djokovic, 6-4, 7-5. Je me suis mouillé, à toi de te mouiller. Dis-moi en commentaire ce que tu vois. Dis-moi si Dimitrov va créer l'énorme surprise ou si Djokovic va venir remporter tranquillement son 7e titre à Bercy. Dis-moi le score si t'es joueur comme moi. En tout cas, prends soin de toi, c'est le plus important. On se retrouve très bientôt.